Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire du pôle éco-conception, dédié aujourd'hui à l'éco-conception dans l'ameublement. Alors, quelques petites règles juste pour commencer. On va avoir un petit échange avec différents intervenants. Je vais vous présenter juste après. Alors, je me présente. Je suis Samuel Mayer, directeur du pôle éco-conception, et c'est moi qui vais animer en fait ce webinaire aujourd'hui. Et j'ai l'honneur en fait d'accueillir Benoît Godon. Alors Benoît Godon, d'Écomobilier, c'est monsieur 700 000 tonnes de déchets l'année dernière. Alors Benoît, peut-être juste un mot sur Écomobilier. Bonjour à tous. Donc Écomobilier, on est l'éco-organisme en charge de la collecte, du tri et du recyclage du mobilier usagé. Donc on est actif depuis 2013. On est financé, on est une entreprise privée à but non lucratif dont les actionnaires sont des metteurs en marché d'ameublement, c'est-à-dire des distributeurs ou des fabricants de mobilier. On est financé par l'éco-participation, c'est ce petit ajout sur le prix qui a été décidé par notre conseil d'administration pour financer la collecte, le tri et le recyclage du mobilier usagé. Donc depuis 2013, on collecte le mobilier usagé principalement par la mise en place de bennes dans les déchetteries communales, mais aussi à proximité des magasins de meubles ou chez nos partenaires de l'économie sociale et solidaire que sont Emmaüs, les ressourceries ou les recycleries. L'année dernière, on a collecté effectivement quasiment 700 000 tonnes de mobilier usagé sur l'année pour en valoriser 94%, soit en recyclage, soit sous forme d'énergie. Et on a vocation à collecter à terme 1 million de tonnes par an de mobilier usagé et on veut aller vers le zéro déchet à horizon 2023, c'est-à-dire qu'on ne souhaite plus perdre un seul gramme de matière du mobilier usagé. On veut le convertir à 100% en matière ou en énergie. Merci Benoît. Et donc c'est pour ça que vous travaillez sur des projets d'éco-conception comme le présent état de l'art qu'on va voir tout de suite après. Alors avec moi, j'ai Gonzalo Huaroc, en fait, qui est ingénieur d'études au pôle éco-conception et c'est lui qui a participé, qui a rédigé cette étude-là. Peut-être juste un mot rapide sur le pôle éco-conception. Bonjour, donc déjà. Le pôle éco-conception, c'est une association d'ingénieurs avec le but de promouvoir le concept de l'éco-conception au niveau national, auprès des entreprises et auprès des institutions différentes. Merci. Alors, ma première question, en fait, elle va à Benoît. En fait, on est quand même là sur une étude qui est plutôt orientée mobilier. Toi qui connais bien la filière, hein, parce que tu récupères, on a dit au début, 700 000 tonnes de déchets par an, tu les tries, tu les recycles, tu les valorises. Quels sont pour toi les grands enjeux, en fait, Benoît, dans une perspective cycle de vie de la filière mobilier? En général, quand on présente les enjeux environnementaux, on a tendance à en mettre quatre en exergue. On parle avant tout évidemment des émissions de carbone et du réchauffement climatique. Le mobilier est un produit manufacturé, donc qui utilise de la matière, qui nécessite des transformations et qui va être transporté jusqu'au domicile de chacun d'entre nous, puis en fin de vie, collecté, trié, recyclé. Tout ça génère des émissions de carbone. Donc le réchauffement climatique est évidemment un point extrêmement important parmi les enjeux environnementaux. Le deuxième, c'est l'épuisement de ressources naturelles avec un point particulier sur la forêt. À peu près les 2 tiers des meubles sont en bois. Donc, quand il s'agit de bois issus de forêts gérées durablement ou de forêts françaises, ça ne pose pas de souci. Une partie des meubles peuvent être composés d'autres essences et il faut évidemment mettre un point particulier et une attention particulière sur la provenance de ces ressources et pour être dans une gestion de la matière qui n'entraîne pas d'épuisement de ressources naturelles. Troisième point, c'est la qualité de l'air intérieur. Alors, on n'est pas sur un enjeu environnemental à proprement dit, plus sur un aspect santé, mais qui est extrêmement important. Paraît difficile aujourd'hui pour une entreprise de l'ameublement de faire de l'éco-conception sans aborder ce point de la qualité de l'air intérieur et des émissions. Et enfin, la réduction, évidemment, et le traitement des déchets. L'ameublement, c'est à peu près 2 millions de tonnes de meubles vendus par an en France et 1 200 000 tonnes de meubles usagés jetés par les Français par an. C'est 1 200 000 tonnes, c'est un enjeu en termes de matière et il faut évidemment que ce soit bien pris en compte dès la conception du
du mobilier, du produit, pour aller vers une réduction de ces déchets ou alors vers une recyclabilité de ces déchets. Oui, donc on comprend bien que les enjeux sont multiples, ils sont dans une perspective de cycle de vie, et donc le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, et donc on parle en fait d'éco-conception, c'est comment réaliser au mieux les produits d'ameublement. Peut-être vous, enfin Gonzalo, toi je vais te tutoyer quand même, Gonzalo, tu peux nous dire juste rapidement, hein, parce que c'est pas l'objet non plus Oui. de la chose, ce qu'est l'éco-conception. Si nous partons de la définition de l'AFNOR, donc c'est la prise en compte de l'environnement dès la conception d'un produit-service tout au long de son cycle de vie. Moi, j'ajouterais à cette définition l'objectif d'une démarche d'éco-conception, que c'est quand même la réduction de l'impact environnemental sans négliger le besoin client. Pour un peu bien définir quand même l'éco-conception, nous devons parler des concepts importants. D'un côté, c'est une approche produit-service. Donc, le périmètre d'une démarche d'éco-conception est lié au cahier de charges qui donne des spécifications à ce produit ou à ce service. Il y a une réflexion autour du cycle de vie. Donc, nous prenons une vision globale du produit depuis l'extraction des matières premières jusqu'à le tri en fin de vie. Cette approche multi-étape est suivie d'une approche multi-critères. Donc, nous ne prenons pas simplement en compte les impacts environnementaux, le changement climatique, mais l'écotoxicité, l'eutrophisation, l'acidification, un nombre d'impacts environnementaux, plus qu'un. Donc, cette approche multi-étape et multi-critères sert à éviter ce qu'on appelle un effet rebond, et en particulier le transfert d'impact. Impact d'une étape de cycle de vie à une autre ou d'un critère à une autre. Finalement, en fait, l'éco-conception, c'est un jeu de compromis. Compromis entre le transfert d'impact et compromis entre les spécifications techniques et les solutions d'éco-conception. Merci, c'était très clair. Et donc, Gonzalo, tu as travaillé, toi, sur l'étude sur des ameublements de bureaux, et pas seulement, on va dire tout le mobilier au niveau européen. Alors, ce n'est pas quelque chose que tu as fait tout seul, il y a un partenariat avec Ecomobilier, en fait, sur cette étude. En fait, la question, c'est plutôt, Benoît, pourquoi en fait avoir soutenu et puis avoir participé en fait à l'élaboration d'un tel document pour Ecomobilier? Nous, en tant qu'éco-organisme, on souhaite inciter, sensibiliser et accompagner nos adhérents, qui sont les metteurs en marché d'ameublement, vers l'éco-conception. On a besoin d'outils pour faire ça. Le premier outil, c'est notre barème de tarifs d'éco-participation qui nous permet d'inciter les adhérents à se mettre en marche vers l'éco-conception. Mais on a besoin d'autres outils de diffusion d'informations, d'inspiration. Et là, l'état de l'art, c'était l'idée d'inspirer les fabricants et les distributeurs d'ameublement pour qu'ils puissent se lancer dans une démarche. Inspirer pour montrer que c'est possible, que des exemples existent déjà sur le marché. Et c'était important, nous, dans la commande, que ce soit des produits qui soient sur le marché et pas juste des produits inspirationnels, mais vraiment des produits qui sont vendus aux ménages en France et en Europe. Et puis, on voulait inspirer aussi pour montrer les différentes stratégies d'éco-conception qui peuvent exister et comment ça peut se révéler dans un produit tel que le meuble. D'accord, mais alors Gonzalo, concrètement, comment il a été réalisé ce guide? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se targuent d'allégations environnementales, que ce soit dans le mobilier ou voire même ailleurs. Comment a été faite cette sélection? Donc, l'étude a été réalisée en deux grandes étapes. Une première étape de recherche, où je vais baser sur différentes bases de données, principalement celle du pôle et son réseau au niveau national et européen, mais aussi les bases de données des écoprofils et des bases de données des écolabels, NF Environnement, Blue Angel, Nordic Swan, entre autres. De cette et aussi bien sûr beaucoup de Google. J'utilisais pour des recherches générales ou aussi spécifiques dans les typographies de produits. Donc, de cette recherche, j'ai réalisé une présélection de 110 produits. Cette sélection a été réalisée avec 4 indicateurs. Les allégations environnementales, donc ce que l'entreprise communiquait par rapport à l'éco-conception de ce produit-là. L'accessibilité des informations, donc la transparence, si c'était facile pour moi d'aller un peu plus en détail sur les allégations environnementales et ce que je pouvais trouver. La répartition au niveau géographique, parce qu'on cherchait des exemples pas simplement en France, mais vraiment dans toute l'Europe, dans les différents pays. Donc, j'ai essayé quand même d'aller au-delà et voir qu'est-ce qui existait sortant de la France. Et aussi une répartition par rapport aux typographies de produits. Donc, c'est des catégories définies par Ecomobilier, 11 catégories.
meubles de la salle de bain, meubles de salon, le matelas, 11 catégories différentes. Et grâce à cette sélection, en fait, finalement, j'avais fait une analyse de ce qu'on appelle une communication environnementale d'une manière très vite des entreprises, parce qu'il y a quand même beaucoup de produits éco-conçus. Bon, il y a quand même des produits éco-conçus que j'ai sûrement pas retenus ou pas identifiés parce qu'il n'y avait pas la communication ou il n'y avait pas cette valorisation ou renseignement dans le site web. La deuxième partie de l'étude, donc, de ces 110 produits présélectionnés, on a approfondi un peu l'analyse de ces allégations environnementales et pour identifier les tendances dans le secteur et plus important, définir des stratégies d'éco-conception à travers donc, ce qui a déjà existé. De cette analyse plus approfondie, avec un comité de sélection, donc le pôle éco-conception et écomobilier, nous avons sélectionné 61 produits pour créer des fiches produits. Alors, c'est vrai que dans la somme des produits, 61 produits, je dirais plutôt 60 plus 1 produit. Parce qu'il y a un produit un petit peu atypique que vous voyez déjà sur le diaporama, c'est on va dire le projet fossile qui a été porté par Écomobilier. Benoît, cette expérimentation, tu peux nous en dire plus? Quel retour d'expérience? Quel était ce projet? Bon, effectivement, c'est un produit particulier puisque c'est un produit qui sera jamais mis sur le marché. C'est un produit écomobilier et on n'a pas vocation à vendre des produits d'ameublement. En fait, ce produit est issu d'un programme de recherche collective qui est mené en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est piloté par l'ameublement français et qu'on a parrainé il y a quelques années maintenant. L'idée, c'était de faire travailler un designer, en l'occurrence Amaury Poudré, sur de l'ameublement qui serait constitué, conçu à partir de matières premières recyclées. Toujours dans notre objectif d'aller vers plus de recyclage, donc vers plus d'utilisation de la matière première que on recycle. Donc, ce projet a été designé par Amaury Poudré et on en a retiré un produit parmi l'ensemble de la gamme qu'il avait dessiné. Et c'était ce canapé que vous voyez là, qui est le canapé fossile. Donc, il est constitué à partir de mousses recyclées, de tissus recyclés, et la structure en bois, c'est même du bois réutilisé ou réemployé, c'est-à-dire qu'on passe même pas par l'étape de recyclage. Donc, c'est un produit pour nous manifeste. L'idée, c'est qu'il puisse inspirer, montrer que c'est possible et qu'on peut faire du beau, de l'esthétique, à partir de matières premières recyclées. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, là, c'est un produit un peu particulier dans le catalogue. C'est pour ça qu'on parle de 60 plus un produit dans le catalogue. Tous les autres produits, c'est des produits qui sont mis sur le marché, qui sont utilisés et vendus. Peut-être Gonzalo, alors l'idée c'est plutôt que vous alliez voir le catalogue, on vous enverra les liens et tout ensuite, mais quelques produits un petit peu juste comme ça pour qu'on ait une idée par rapport aux catégories de produits qui sont analysés et puis à quoi ça peut ressembler tout bêtement, hein. Par rapport aux produits marquants, justement, j'ai un peu triché. Je n'ai pas choisi un, j'ai choisi quelques-unes pour vous montrer un peu la diversité qui existe. D'un côté, par exemple, il y a Lexi par Piop, que pour moi, c'est un excellent exemple d'une stratégie d'éco-conception qui dépend d'un partenariat entre différentes entreprises, qui, dans ce cas-là, permet un upcycling industriel, donc avec un flux régulier. Il y a aussi Citronnelle par Celery du Pilates, qui répond à une problématique quand même très présente dans l'ameublement, que c'est le volume, donc qui a des causes sur la logistique des produits d'ameublement. Donc avec un siège déjà robuste pour l'extérieur, mais aussi empilable et pliable. Il y a aussi l'électronchair de Loc, et celui-ci en plus n'est pas français, il est en Bulgarie. D'un côté, j'ai bien aimé le design de manière personnelle, mais aussi s'il y a un peu une technologie do it yourself, d'un peu de jeu derrière, et une design qui permet d'éliminer les cols et les substances dangereuses. Et finalement, il y a Fairmont, le 1900, avec des stratégies vraiment centrées sur l'utilisation, avec un produit robuste, et un design minimaliste, et un design intemporel, donc il va vraiment allonger sa durée de vie au plus possible. Donc là, on comprend qu'il y a des fiches, mais comment il s'est construit finalement quelle information on va pouvoir tirer du guide, Gonzalo? Donc, chaque fiche est divisée en deux grandes parties, on va dire. Une première partie d'identification de l'entreprise et des produits et une deuxième partie d'analyse. La première partie donc d'identification, nous passons avec
Oui, nous passons avec le nom du produit et le nom de l'entreprise, un icône qui représente la catégorie de produit à laquelle il appartient. Dans celui-là, par exemple, c'est le meuble de salon. Des images pour visualiser bien le produit, une technologie particulière qu'on veut mettre en valeur et le logo de l'entreprise. Et 3 icônes, un pour le pays d'où il provient, un pour dire si c'est un fabricant ou un distributeur, ou de la taille de l'entreprise, si c'est un TPE, un PME ou une grande entreprise. La partie d'analyse est divisée donc d'un bloc de texte, un premier paragraphe qui parle de l'historique de l'entreprise par rapport à l'environnement, en fait, de pourquoi maintenant on parle d'un produit éco-conçu par rapport à cette entreprise. Donc, s'ils ont des labels, s'ils ont une politique environnementale déjà prête, entre autres. Et un deuxième paragraphe sur vraiment concrètement qu'est-ce qu'ils ont fait sur ce produit-là, une description générale du produit. Et on finit avec une plaquette qui définit un peu les stratégies d'éco-conception que nous avons identifiées pour ce produit et que nous voulons mettre en valeur pour ce produit-là. Dans cet exemple, il avait un focus sur boucler les boucles dans ce produit parce qu'il a fait une action pour faciliter le tri. C'était facile à démonter, c'était facile à monter. Et il visait le surenfouissement et incinération dès sa conception. Et ce n'était pas que ça, il y avait aussi des actions sur penser en circuit court et une conception optimisée. Donc, tous ces icônes viennent de la roue des stratégies du secteur d'ameublement. Voilà, la roue des stratégies du secteur d'ameublement, et qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Comme je l'avais mentionné avant, nous avons étudié en approfondi les allégations environnementales pour définir des stratégies d'éco-conception. Ces définitions ont fini par créer un outil, finalement, une adaptation du cercle d'éco-conception déjà connu, le RIT-7, avec cette route vraiment spécifique au secteur de l'ameublement, divisée en 5 grandes catégories: choisir les matériaux, agir avec les acteurs, optimiser la logistique, influencer l'utilisateur et boucler les boucles, et pour chacun de 4 à 3 sous-stratégies. En fait, le guide est divisé et catégorisé par rapport à ces 5 grosses stratégies d'éco-conception. Il y a un chapitre choisir les matériaux, il y a un chapitre agir avec les acteurs. Et les fiches produits sont divisées par rapport à ça. Au début de chaque chapitre, vous allez voir des définitions et que ce que nous on comprend comme un design minimaliste, inéquité, facilité de tri et les contraintes liées au secteur de l'ameublement. Ah oui, je comprends un peu mieux. Alors, ma question, elle est plutôt à Benoît. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette roue? Quelle est l'adaptabilité par rapport au secteur? Comment tu t'es investi par rapport à ça? Et qu'est-ce que tu penses, grosso modo, de l'outil? C'est un outil qui est ultra formateur pour les entreprises qui voudraient se lancer dans la démarche. Déjà, qui voudraient lire le guide, puisque ça permet de comprendre un peu comment l'entreprise dont elle voit le produit est arrivée à ce produit. Parce qu'au début, on passe par une photo et la photo est extrêmement importante dans le mobilier puisque c'est l'esthétique qui prime comme fonction dans le mobilier. Donc après, elle va pouvoir creuser pour savoir comment l'entreprise est arrivée à ça. Mais c'est un outil sur lequel je compte m'appuyer, je m'appuie déjà pour accompagner les adhérents qui souhaitent suivre une démarche d'éco-conception parce que c'est un outil de brainstorming, c'est un outil d'émergence d'idées sur les axes à suivre pour arriver à un produit éco-conçu. Alors, les entreprises peuvent s'inspirer de ces axes, peuvent en choisir pour prioriser. Donc, c'est extrêmement riche comme outil. Charge à moi, mais à nous tous de bien l'utiliser. Finalement, pour conclure sur cette roue de Brézet adaptée, c'est une forme de checklist pour vérifier, comme les pilotes d'avion, ce sur quoi on peut travailler et rien oublier, hein, si je comprends bien, Gonzalo. Oui, c'est ça. C'est vraiment un outil. Après, c'est pas l'idée il faut choisir toutes ces stratégies. C'est vraiment faire un mix entre les différentes idées et c'est pour l'idéation. Ok, je comprends mieux. Alors, si je comprends bien, ce guide, finalement, il comprend plusieurs choses, hein. Il comprend, on va dire, des retours d'expérience. Alors, c'est pas exhaustif, hein, bien entendu, c'est une présélection, une sélection qui a été faite, qui permet d'inspirer les gens. Il y a différentes catégories, donc il y a tous les produits enfin, tous les typologies de mobilier qu'on peut retrouver. Je crois qu'il y a même les matelas, hein, à un moment donné. Sommier matelas, il n'y a pas seulement du mobilier de bureau ou du sofa. Et puis à l'intérieur, il y a cette roue des stratégies qui peut être utilisée comme une checklist. Et puis, il y a une description pour chacune des grandes étapes de la roue des stratégies. Donc,
matières premières, logistique, etc., de comment ça se déploie et ça se comprend dans la filière. Mais finalement, aujourd'hui, c'est un outil de sensibilisation. Comment on fait quand on est une entreprise pour aller plus loin? Est-ce qu'il y a d'autres outils? Je crois savoir chez Cobillier, vous avez des choses qui sont à disposition aujourd'hui. Ce guide est effectivement un outil de sensibilisation et on en a d'autres. On avait en 2016 publié un guide de l'éco-conception en vue du recyclage qui racontait les différents matériaux qui existent dans l'ameublement, les meubles et quels matériaux ils utilisent, et puis des pistes d'action en vue d'une meilleure recyclabilité ou un meilleur traitement en fin de vie des produits. Donc, il a fait ce guide du recyclage enfin, de l'éco-conception en vue de la fin de vie, pardon. Ce guide qui est un état de l'art, mais on en a d'autres. On a notamment lancé en juillet dernier un outil en ligne, puisque nos outils de sensibilisation se veulent collectifs, donc diffusés au plus grand nombre, et l'outil digital est un bon moyen de faire ça. Donc, on a un outil en ligne de mesure de la maturité d'une entreprise par elle-même au sujet de l'éco-conception. C'est 12 questions, moins de 10 minutes, accessibles à l'ensemble de nos adhérents. Et ces 12 questions portent sur ce qui a été fait dans l'entreprise, les moyens qu'elle a, la connaissance qu'elle a. Et grâce à ça, comme on peut le voir sur la slide d'après, elle peut obtenir son profil de maturité en éco-conception, basé sur sa capacité à faire, ses connaissances et ses expériences et son ambition. Et puis des préconisations parmi les autres outils d'écomobilier. Au vu de ce profil, quels outils elle pourrait utiliser pour aller plus loin, soit des outils de sensibilisation des collaborateurs en entreprise, soit des outils carrément de mise en route de la démarche, donc d'accompagnement, notamment de formation par écomobilier des adhérents en éco-conception. Dans Alors, les ouais, autres alors ça, outils, c'est un petit peu pratique, hein. Tout de suite, en peu de temps, on est capable de générer son propre profil. Alors, on a une question là en ligne qui pose, c'est comment on fait son calcul de recyclabilité quand on est un producteur? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place ou des choses à venir? alors aujourd'hui, on n'a pas de calcul de recyclabilité à proprement dit. Cependant, dans le nouveau contrat écomobilier qui entrera en application au 1er janvier 2020, l'éco-participation n'est plus, enfin, son tarif, pardon, n'est plus basé seulement sur le poids du produit, mais aussi sur sa recyclabilité. Donc, dans le barème des éco-participations à partir du 1er janvier 2020, on a différentes catégories de recyclabilité. Si je prends l'exemple d'un meuble en bois, il va y avoir le meuble en bois standard qui va se voir appliquer un certain tarif d'éco-participation. Un meuble en bois qui serait fait principalement de panneaux de particules, de bois massif certifié et de métal bénéficierait d'une tarification plus basse de l'éco-participation. Et un mobilier qui serait fait principalement seulement de bois massif certifié et de métal verrait son tarif d'éco-participation encore baisser. Donc là, on a déjà une échelle de recyclabilité qui va être mise à disposition de l'ensemble de nos adhérents via le barème et le nouveau contrat de service écomobilier. Donc, en fait, Ecomobilier reste dans sa ligne d'outils pratico-pratiques sans faire mettre à disposition des outils d'experts. Si on peut peut-être juste continuer, j'ai une autre question, c'est Hélène Lelièvre qui l'avait posée sur le taux de valorisation qui était présenté au tout début par rapport aux filières éco-mobilier, 94% de valorisation. Tu parlais de recyclage et de valorisation énergétique. Est-ce que tu as la quote-part voilà, est-ce que c'est 50% recyclage, c'est 94%, 50% valorisation énergétique? Est-ce que tu as des éléments d'information là-dessus? Oui, alors les 700 000 tonnes se répartissent sur trois devenirs. Donc il y a ce 94% de valorisation qui est en fait composé de 56% de recyclage et de 38, enfin presque 38% pardon, de valorisation énergétique sous forme principalement de combustible solide de récupération. Et puis il reste ces 6%, un tout petit peu plus de 6% d'élimination qui est le déchet qui nous reste aujourd'hui. Et je rappelle qu'on veut aller vers 0 déchet à terme dans la filière. D'accord.
Alors, je regarde aussi, il y avait une question, je reviens sur les outils hein, rapidement, sur la roue des stratégies, il y avait une question sur est-ce que ça existe dans d'autres filières, et en particulier la filière textile. Oui, il y a une roue des stratégies qui existe dans la filière textile, mais qui n'a pas été encore diffusée, puisqu'elle avait été développée par le pôle dans le cadre d'un guide dans l'affichage environnemental et qui a été mis un petit peu en stand-by parce qu'on n'a pas toutes les règles. Mais si vous m'envoyez un courriel, je vous l'enverrai, il n'y a pas de souci, elle reste publique, cette roue, dans le cadre du textile. Est-ce qu'il y avait d'autres outils à disposition qui sont proposés par Ecomobilier pour accompagner les entreprises, au-delà Oui. de l'autodiag? Ah ben oui, oui, parce qu'on a parlé de digital, on a parlé de centre de ressources, mais de temps en temps, on donne quand même l'occasion à nos adhérents de nous rencontrer et de pouvoir se voir en vrai. Donc, on organise en région des réunions de sensibilisation à l'éco-conception. On en a réalisé 3 l'année dernière, 2018, 5 cette année. L'objectif est d'inviter nos adhérents, en général chez un autre adhérent, comme ça c'est l'occasion aussi de se rencontrer. L'objectif est de les inviter pour qu'ils puissent connaître les premiers principes généraux, les premiers enjeux, les premiers intérêts de l'éco-conception et par un atelier participatif de vivre ce que pourrait être une démarche d'éco-conception dans leur entreprise s'ils décidaient de se lancer dès demain. Merci. Alors, juste pour terminer, puis avant de passer aux questions, même si on a déjà traité quelques-unes jusqu'à présent, en bref, pour avoir l'étude est disponible, elle est gratuite, donc il suffit d'aller sur le site du pôle éco-conception et vous l'avez. Donc, on vous renverra le diaporama, vous pourrez cliquer sur le lien qui va bien et éventuellement, si vous avez les outils technologiques qui vont bien, scanner le super QR code que Gonzalo nous a fait et vous pourrez télécharger le document sans souci. La question, c'est éventuellement la mise à jour. Nous, c'est vrai c'est un premier document qu'on a fait. Pourquoi pas imaginer discuter plus tard s'il y a d'autres gens qui sont intéressés. Bon, grosso modo, c'est un pavé dans la mare ce document. C'est de dire bon, nous on a fait ce qu'on a pu, on est sans doute passé à côté de projets. C'est une première étude. Donc, si vous avez des projets d'éco-conception en lien avec le mouvement, n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers Benoît. Et à ce moment-là, on décidera ou pas de rajouter ou de faire une mise à jour l'année prochaine sur le document. Il n'y a pas de vocation à rester en l'état. Le contact chez nous, c'est Gonzalo. Vous l'avez le courriel dessous. Sinon, ce que je vous propose, c'est de clôturer ce webinaire. Alors, il y a 3 choses à retenir. Un, téléchargez le document, lisez-le et dites-nous ce que vous en pensez, en bien ou en mal. On pourra toujours l'améliorer. 2, vous avez un projet d'éco-conception. Et si vous êtes dans la filière mobilier, le plus simple, vous avez le contact de Benoît, vous l'appelez, c'est l'expert dessus. Voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, si c'est dans une autre filière, vous pouvez appeler Gonzalo ou moi. On sera très heureux de pouvoir vous orienter et de vous accompagner. To make eco-design happen, comme on dit chez nous. Voilà. Merci à tous. Merci. Et puis, je vous souhaite bonne continuation et bon week-end. Merci à tous. Au revoir.